Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Un cessez-le-feu à Gaza après 2 ans d'un conflit meurtrier entre Israël et le Hamas. Les chiffres sont éloquents et sans doute sous-estimés. 60 000 Palestiniens tués, dont plus de 80% de civils. Un terrible bilan provoqué par le massacre des civils israéliens du 7 octobre 2023. Depuis 2 ans, l'information est aussi une victime de cette guerre. Les journalistes internationaux n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enclave et seuls les journalistes palestiniens ont pu couvrir les déplacements de foule et l'ampleur des bombardements au péril de leur vie. Selon Reporters sans frontières, plus de 220 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur travail. Dans cet état de siège informationnel d'une ampleur inédite, comment rendre compte de la situation sans tomber dans la propagande ou la désinformation? Comment les correspondants français basés à Jérusalem travaillent-ils pour entretenir le contact et leurs sources à Gaza? Faut-il accepter les invitations des press tours organisées par l'armée israélienne? Enfin, comment maintenir la confiance du public qui, pris entre les flux des réseaux sociaux et des débats polarisés sur les chaînes de télé, peut facilement se sentir noyé et perdu sur un sujet qui attise toutes les tensions? Que pouvons-nous attendre du cessez-le-feu dans le rétablissement du droit à l'information? Voilà les grandes questions de ce nouveau numéro de La Fabrique. Et pour y répondre, 4 invités à distance depuis la Turquie. On va espérer que la connexion soit bonne. La journaliste Ola Alzanoun, correspondante de Reporters sans frontières. Bonjour Ola, est-ce que vous nous entendez ? Voilà, je sens un peu de connexion WhatsApp. On va essayer de rétablir la connexion depuis la Turquie. Ola racontera son quotidien après 5 mois de couverture de la guerre à Gaza. Elle a dû quitter la zone en février 2024 pour des raisons de sécurité. Son témoignage, si on l'obtient et l'obtiendra, sera précieux. Elle sera traduite de l'arabo-français par Moussa El Hoshi, que vous entendez peut-être. À distance depuis Jérusalem, Luc Bronner, bonjour. Bonjour. On vous entend bien, vous, Luc Bronner. Vous êtes le correspondant du Monde à Jérusalem et vous nous direz comment vous parvenez à faire votre métier depuis votre arrivée il y a quelques mois. En studio, un ancien correspondant à Jérusalem pour Radio France, Frédéric Mettezo, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes actuellement le rédacteur en chef de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui a pour mission de poursuivre les enquêtes d'autres reporters qui ont été réduites au silence. Enfin, Thomas Vescovi complète ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et à l'EHESS et auteur de l'analyse Les médias face à la guerre, la France comme cas d'école. C'est paru dans l'ouvrage Gaza, une guerre coloniale, publié aux éditions Actes Sud. Cette semaine, pas de chronique de nos amis de Courrier International, dont la une de la semaine est pourtant consacrée au sujet, à notre sujet et à Donald Trump qui impose sa paix. Mais nous aurons rendez-vous comme chaque mois avec la médiatrice de Radio France. En parlant de médiation, je vous rappelle que notre émission est également diffusée en direct et en images sur la chaîne YouTube de France Culture ou sur son compte TikTok. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités. Joséphine Reynard, qui prépare chaque semaine cette émission à mes côtés, sera là pour recueillir vos questions. Et on vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à écouter ce nouveau rendez-vous. La Fabrique, épisode 7, c'est parti. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. L'actualité de ce lundi, c'est cette journée historique que nous avons vécue au Proche-Orient. Les larmes et la joie des Israéliens à la libération des 20 derniers otages vivants et la liesse côté palestinien également. Un frère dévasté, à l'image des familles des journalistes tués lundi 25 août à l'hôpital Nasser de Khan Younes, sud de la bande de Gaza, dans des raids de l'armée israélienne. J'aimerais vous entendre sur ces déclarations avant de terminer, sur ces révélations accablantes d'Israël, sur les liens qu'entretiennent des journalistes palestiniens avec le Hamas. C'est le conflit de l'histoire récente le plus meurtrier pour des journalistes. Le nombre de journalistes tués depuis octobre 2023 dépasserait 200, peut-être 230, peut-être 240 tués selon les sources, en grande majorité des journalistes palestiniens. Le Monde a reçu un message vocal d'un habitant de Gaza, le journaliste Rami Abou-Djamous. Salut les amis, toujours vivant. Et je veux parler de cette nouvelle arme exercée par l'occupation depuis le 2 mars. C'est l'arme de la famine. On entend des enfants qui pleurent dans les rues parce qu'ils n'arrivent pas à manger. On voit l'épuisement de la population entière qui sont devenus non seulement maigres mais aussi psychologiquement épuisés.
Direction place de la Bastille, dans la capitale française. Alexandre Malesson, vous êtes sur place. Bonsoir. Rassemblement de solidarité donc avec les journalistes palestiniens de Gaza. Mais avant toute chose, j'aimerais que l'on revienne sur le blocus médiatique imposé par l'armée israélienne. Nous y sommes maintenant habitués, pourtant sa durée est inédite dans l'histoire des conflits. Frédéric Mettezo, ce blocus médiatique, comment est-ce qu'il est justifié ? Alors Israël ne l'a pas vraiment justifié en réalité. Quand les rédactions demandent à se rendre sur place, la plupart du temps vous n'avez pas de réponse ou vous avez une réponse négative. Israël a parfois invoqué des raisons de sécurité, sauf que le blocus médiatique a été maintenu l'hiver dernier quand il y avait eu un cessez-le-feu sur la période février-mars. Et aujourd'hui, alors que nous sommes à nouveau dans un cessez-le-feu, le blocus médiatique n'a pas cessé. Donc des justifications, il n'y en a pas. Il y a pourtant des demandes. Toutes les rédactions du monde entier ont écrit au GPO, le Government Press Office, le bureau de presse gouvernemental en Israël, qui accorde ou pas les autorisations d'entrée à Gaza. Pas de réponse ou des réponses négatives. Les correspondants à Jérusalem, via l'association de la presse étrangère, ont déposé très très tôt, juste après les massacres du 7 octobre, une demande auprès de la Cour suprême israélienne pour rentrer. Et la Cour suprême n'a jamais étudié la demande, c'est repoussé de jour en jour. Donc la justification, de mon point de vue, je vais vous le donner, c'est que Israël tout simplement ne veut pas que l'on puisse documenter cette guerre. Voilà, une volonté donc de maîtriser totalement le récit de côté de Israël, et je le disais, hein, d'une durée inédite dans l'histoire des conflits. Il y a déjà eu des blocus ailleurs dans le monde, mais jamais d'une durée aussi longue. On verra justement si ce cessez-le-feu pourra permettre une plus grande ouverture aux journalistes. Cette situation a donc créé une dépendance très forte des journalistes internationaux du côté des journalistes palestiniens. On va essayer de reprendre contact avec Ola Alzanoun, si elle nous entend depuis la Turquie. Est-ce que vous nous entendez, Ola ? Voilà, nous sommes donc contents maintenant d'avoir maintenu le contact, l'avoir rétabli en tout cas. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes journaliste, vous travaillez pour Reporters sans frontières, vous avez été à Gaza de octobre jusqu'à février, vous y étiez bien sûr avant, mais vous avez quitté Gaza en février 2024. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien et cette dépendance justement des journalistes internationaux à votre endroit dès les premiers jours après le 7 octobre 2023. Écoutez, je suis très heureuse de transmettre cette expérience fort difficile qui est parmi la plus dure couverture de guerre. J'avais déjà couvert plus de 4 guerres, mais il n'y a pas de semblable à ce qui se passait à Gaza. Les défis étaient immenses depuis le début de la guerre, depuis les premiers moments. Nous avons dû payer des prix très élevés, le prix du sang, de l'évacuation. Et malgré cela, le journaliste palestinien a fait face à ces défis et a essayé de transmettre la réalité et la vérité. Luc Bronner, je le rappelle, vous êtes à Jérusalem, vous êtes correspondant pour Le Monde. Comment vous travaillez, vous, avec les journalistes palestiniens ? Alors, on travaille en équipe, puisque nous sommes plusieurs au monde à travailler pour couvrir le conflit. J'ai notamment ma consoeur Marie-Jo Sader qui, tous les jours, et c'est un boulot qui est extrêmement difficile à distance aussi, appelle des contacts des journalistes, mais aussi des représentants de la population, des familles, pour avoir des témoignages. Donc, c'est un travail quotidien de relations, d'explications, de recueil de témoignages pour tenter de rendre compte à distance. C'est évidemment très frustrant quand on est journaliste parce que ça ne permet pas
raconter tout ce qu'on pourrait raconter, mais je crois que comme tous les médias, on a essayé d'inventer un dispositif le moins pire possible pour continuer à rendre compte de ce qui se passe. Les journalistes palestiniens ont fait un travail remarquable, extrêmement dangereux. Vous avez rappelé le nombre de morts qui est inédit à cette échelle-là sur un territoire de cette taille-là. La possibilité pour Israël, du coup, de laisser entendre que leur témoignage n'était pas juste, n'était pas faux. Donc, dans la bataille des récits, Israël a beaucoup utilisé le fait qu'il n'y avait pas de presse indépendante présente sur place. Tout à fait, Thomas Vescovi, vous qui vous intéressez au traitement médiatique, on l'a entendu justement ce narratif de la suspicion permanente à l'endroit des journalistes palestiniens. On sait que l'armée israélienne disait qu'il n'y avait pas vraiment de journalisme à Gaza, que c'était finalement la branche de communication du Hamas. Comment vous l'analysez, vous, cette suspicion permanente à cet endroit-là? Disons que le fait que l'État d'Israël mette une suspicion sur les journalistes palestiniens, ce n'est pas étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est que des médias français le répercutent et le reproduisent. Là, on a un nombre assez important de doubles standards qui ont eu lieu, où quand on a un intervenant palestinien, qu'il soit journaliste, professeur, peu importe son statut, il est questionné forcément dans les accusations qu'il mène à l'encontre d'Israël. Et à l'inverse, vous aurez à chaque fois des représentants de l'État d'Israël, que ce soit un porte-parole de l'armée, ou même Netanyahou, quand il était venu sur une chaîne de télévision française, il bénéficie de ce que j'appelle moi une présomption de crédibilité. C'est-à-dire que d'emblée, ce qu'ils disent est considéré comme véridique. On pourrait après peut-être expliquer pourquoi. Et à l'inverse, c'est à une opposition de démontrer que ce qu'ils disent est faux. Et donc là, on a enfin une configuration médiatique, un cadre médiatique qui nécessairement va profiter en l'occurrence, la force que moi j'appelle occupante, dominatrice, et qui est actuellement, au moment en tout cas où les interviews avaient lieu, accusée de différents crimes à l'encontre de la population de Gaza. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un documentaire qui va prochainement diffuser sur Arte, qui s'appelle Inside Gaza, et qui revient justement sur cette indépendance des journalistes palestiniens. La bande de Gaza est un territoire minuscule et tout le monde se connaît. On connaît tous des gens, y compris dans nos propres familles, qui sont proches du Hamas ou même d'autres factions. Mais cela ne signifie pas que nous partageons leurs idées. Après la prise du pouvoir à Gaza par le Hamas, les journalistes ont beaucoup souffert, au point que certains ont abandonné le journalisme. Au début, ils nous étaient encore plus hostiles qu'ils ne l'étaient envers Israël. La haine envers les journalistes était très importante. J'ai été détenu au moins 20 fois. Avec le Hamas, c'est interdiction, menace. Une fois, ils m'ont mis un pistolet là, sur la tête. Pour la simple raison que j'avais couvert un assassinat et donné l'info, ce sont les brigades Al-Qassam qui ont commis le crime. C'était marqué ici. Extrait du documentaire Inside Gaza qui sera diffusé le 2 décembre sur Arte, réalisé par Hélène Lamtrong, qui retrace le quotidien des journalistes du bureau de l'agence France Presse à Gaza dans les premiers mois qui ont suivi le 7 octobre. Un documentaire que je vous recommande. Frédéric Mettezo, les journalistes palestiniens ont été la cible de l'armée israélienne. C'est du moins ce que vous prouvez dans votre enquête Gaza Project. Vous expliquez comment vous allez nous le raconter. Ils ont été directement ciblés par l'armée. Oui, alors le Gaza Project, c'est un projet d'enquête internationale coordonné par Forbidden Stories avec entre 15 et 20 médias, 18 médias je crois au total, une cinquantaine de journalistes du monde entier, de toutes les nationalités, maîtrisant plusieurs langues, et nous nous sommes intéressés à la mort d'un certain nombre de journalistes dont nous savions qu'ils étaient morts par exemple en portant leur gilet presse, ou par exemple juste après avoir fait un direct, ou encore une fois dans un véhicule siglé TV qui roulait et qui s'est fait viser par un drone où l'on voit parfaitement qu'il y a écrit TV. Donc à partir de là, nous avons sollicité des experts en balistique, des experts en reconstitution sonore, des témoins sur place évidemment que nous avons interviewés à distance. On a essayé de mobiliser toutes nos ressources, toutes les langues dont nous parlions, tous les interlocuteurs possibles. Nous avons ensuite interrogé l'armée israélienne, évidemment, en leur demandant comment on pouvait expliquer, selon eux, le ciblage de tel ou tel journaliste. Et ça nous a permis de voir que ça n'était pas
que des balles perdues ou des accidents, qu'il y avait quand même un schéma généralisé de ciblage des journalistes palestiniens qui se doublait ensuite de l'accusation « ce sont des terroristes ». On a fait aussi le même travail sur la destruction du bâtiment de l'agence France-Presse à Gaza, où là encore, en analysant image par image, parce que l'AFP avait une caméra statique posée sur son toit, c'est un endroit que je connais bien, donc c'est très dégagé, vous voyez toute la bande de Gaza, vous voyez Israël, vous voyez l'Égypte, et donc on voyait un petit flash au loin qui correspondait au départ de la munition. On a ensuite croisé ça avec des images satellites qui permettent d'évaluer la position de l'armée israélienne et de chars israéliens à ce moment-là, et nous en avons tiré la conclusion que c'était un tir d'un char palestinien, un ciblage délibéré des bâtiments de l'agence France-Presse. D'un char palestinien, vous dites excusez-moi, israélien, pardonnez-moi pour ce lapsus. Vous parlez d'une cinquantaine de journalistes qui auraient été ciblés par l'armée israélienne sur donc, les 220 qui ont été tués durant ces 2 ans. Qu'est-ce qu'ils vous disent, l'armée israélienne, lorsque vous arrivez avec ces éléments tangibles ? La plupart du temps, ils font une déclaration généraliste en disant que l'armée israélienne ne cible pas les journalistes en tant que tels, qu'elle est attachée à la vie des personnes civiles et des personnes innocentes. Elle rappelle, qu'elle signale quelles sont les zones de combat et quelles sont les zones entre guillemets humanitaires, sachant que des zones humanitaires ont aussi été bombardées par l'armée israélienne. Et de temps à autre, sur certains journalistes nous disent celui-là était un terroriste, celui-là était proche du Hamas, avec des fois des documents qui soi-disant viendraient du Hamas, mais quand nous demandons à pouvoir expertiser ces documents, l'armée israélienne ne souhaite pas aller plus loin. On s'est retrouvé par exemple avec le cas d'un journaliste qui, selon l'armée israélienne, aurait été artilleur du Hamas à l'âge de 11 ans. Tous les témoignages là-bas vous diront que le Hamas n'a pas d'enfants soldats. Le Hamas n'est absolument pas exempt de reproches, c'est un groupe criminel, violent, mais il n'y a pas d'enfants artilleurs au sein du Hamas. Donc l'armée israélienne soit répond de façon généraliste, soit ne répond pas, soit ne souhaite pas développer, soit va aller plus loin dans les accusations en disant que ces journalistes l'avaient entre guillemets bien cherché. Oula Al-Zanoun, vous avez vous-même été blessé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans les premiers mois après le 7 octobre ? Oui, tout à fait. J'ai été blessé à mon pied droit pendant la couverture. J'étais sur un toit élevé. Donc moi, pour ma couverture, je devais aller sur les toits et d'un seul coup, une maison a été bombardée, une maison adjacente. J'ai été blessé à mon pied droit et avec des déchirures de ligaments. Donc, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a donné tout simplement un comprimé pour réduire la douleur. Parce que effectivement, cette blessure n'était rien par rapport aux blessures des autres gens. Je suis resté 4 mois sans traitement. Je ne pouvais plus marcher. Après quoi, j'ai été évacué au Qatar où j'ai été traité à Doha. Et jusqu'à maintenant, j'ai besoin d'une opération dans mon genou droit à cause des déchirures de ligaments. Cette expérience était très difficile. La couverture était très difficile. Pas d'internet, pas de bureau, pas de communication. Et on a été évacué du nord au sud de la bande de Gaza. Nos bureaux ont été bombardés. Ma maison a été bombardée.
quelqu'un m'a dit que l'armée israélienne a voulu délibérément bombarder ma maison parce que j'étais journaliste. Et quand quelqu'un leur a dit c'est la maison de quelqu'un qui travaille avec Reporters sans frontières, la réponse était que Reporters sans frontières aide cette journaliste. De nombreux, il y a une interdiction d'entrer à Gaza pour les journalistes étrangers pour empêcher ce qui se passait de massacres contre les civils, contre les enfants. Donc cette guerre était une des pires expériences que j'ai vécues. Sans parler de l'évacuation, sans parler des menaces d'assassinat. Tout ceci, ce sont les défis auxquels on fait face tous les journalistes. Nous avons perdu nos maisons et nous avons perdu les besoins de base de la vie. Le journaliste fait partie de la guerre. Moi, à la fois, je suis journaliste, mais je suis un citoyen. J'ai une famille. Moi, en tant que journaliste, j'ai vécu la même chose que les habitants et la population de Gaza. Oui, au diapason, effectivement, de la population, Ola Al-Zanoun. Je trahis pas de secret en disant aussi que vous partagez votre vie avec un homme qui est lui-même journaliste et qui a travaillé au bureau de l'AFP. Tout cela pour renforcer ce que vous nous disiez dans le possible ciblage dont vous auriez été la victime, c'est que vous partagez votre foyer et cette maison avec un autre journaliste. On le disait, finalement, les deux seuls recours à disposition des journalistes étrangers pour tenter d'entrer dans la bande de Gaza, ce sont les convois humanitaires, intégrer des convois humanitaires pour rentrer sur le sol. Il y a eu quelques cas, je crois qu'il y en a eu un d'une journaliste américaine, mais c'est sacrément risqué. Et l'autre, qui est beaucoup moins risqué, sauf peut-être pour la vérité et la manière de la traduire, c'est de participer à des opérations embedded, c'est-à-dire des tours presse. Ça a été votre cas, Luc Bronner, à plusieurs reprises, dont le dernier en date, c'était le vendredi 3 octobre, où vous avez pu pénétrer à Gaza sous escorte de l'armée israélienne. Comment on parvient, Luc Bronner, à prendre de la distance dans ce genre d'exercice que j'imagine très contrôlé? C'est effectivement un exercice très particulier puisque c'est aujourd'hui la seule façon d'entrer dans la bande de Gaza dans des conditions qui sont particulièrement complexes puisque vous êtes sous la protection et dans une limitation de vos possibilités d'action par l'armée israélienne. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai pas publié à chaque fois des papiers puisque parfois ça ne le mérite pas. J'étais par exemple au Liban avec l'armée israélienne il y a quelques semaines. Ça n'avait, pour être honnête, aucun intérêt, mais c'est toujours le même problème quand on est journaliste, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va voir. Et pour moi, s'interdire de voir relève de l'erreur professionnelle. Donc moi, je m'interdis jamais de voir quelque chose, à condition de pouvoir disposer de toute ma liberté d'écriture. Et là, pour le coup, en fait, suivre l'armée israélienne pendant 3 heures dans Gaza m'a permis de traverser la bande de Gaza de la frontière israélienne jusqu'à la mer Méditerranée et donc de voir pendant des kilomètres le niveau de destruction absolument incroyable, traverser des zones dans lesquelles aucune personne indépendante ni même palestinienne depuis des mois, parfois plus, n'a pu aller, notamment la zone du périmètre. Donc simplement voir, être dans la transparence la plus complète possible avec nos lecteurs, c'est-à-dire d'expliquer de façon précise les conditions dans lesquelles ça se déroule, expliquer aussi ce que cherchait l'armée israélienne, parce qu'évidemment, quand l'armée israélienne bloque d'un côté tout accès et autorise à une poignée de journalistes le fait de venir, c'est bien qu'ils cherchent quelque chose. En l'occurrence, ils voulaient nous montrer l'entrée d'un tunnel dans Gaza City, donc c'était probablement dans leur raisonnement le fait de que leurs actions étaient légitimes et que notamment lorsqu'ils visaient certains hôpitaux, c'était parce qu'ils visaient des tunnels. J'en ai fait quelques lignes dans mon article parce que c'était une façon de dire là où ils voulaient nous emmener, mais c'était pour moi l'occasion d'ouvrir les yeux, de regarder, de décrire et d'essayer de donner des mots à ce que j'ai vu qui
qui m'a bouleversé, pour être honnête. J'ai eu beaucoup de mal en sortant de la bande de Gaza à trouver les mots pour dire ce que j'avais vu. Juste un mot, pardon, Luc Bronner, sur les mots, parce que c'est un point très important. C'est aussi une guerre des mots, hein, ce conflit. Quand on est journaliste, on sait qu'il y a des mots qu'on doit utiliser, des mots qu'on utilise avec précaution. Le choix des mots, c'est aussi une position sur le monde. Vous, le mot que vous avez employé pour raconter ce que vous avez vu, c'est le mot d'anéantissement. Oui, parce que je crois que c'est aujourd'hui ce qui définit le plus précisément possible ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, je l'ai évidemment, en étant journaliste et en prenant le temps d'écrire, je l'ai documenté par toutes les sources, notamment satellites, les travaux faits par l'ONU sur l'étendue des destructions. Plus de 90% des écoles ont été détruites, au moins 80% des immeubles ont été sévèrement endommagés ou totalement détruits, et il y a des villes entières qui ont été rasées. Donc mes yeux, qui sont modestes dans ce moment-là, évidemment, j'ai complété ce regard par toutes les données possibles. Je crois qu'on peut dire que Gaza a été anéanti, et je pèse mes mots en disant cette phrase, parce que les mots ont vraiment une importance. Le mot anéantissement, pour moi, c'est un mot précis, c'est un mot qui dit ce que l'armée israélienne a fait plus de 2 ans. En y allant, on voit aussi quelque chose que l'on a entendu, mais que l'on perçoit, je vous dis ça avec émotion parce que c'est vraiment très marquant, c'est qu'il y a des destructions qui sont visiblement le résultat de la guerre, de frappes, d'attaques militaires. Il y a une guerre à Gaza, mais il y a une partie très importante des destructions, et notamment dans tout ce qu'ils appellent le périmètre, c'est-à-dire la future zone de sécurité, la zone d'où l'armée israélienne probablement ne se retirera pas, où les destructions ont été faites de façon minutieuse et avec notamment des bulldozers et des explosifs commandés à distance, qui est tout autre directement, ce qui est la volonté d'effacer, de raser, d'anéantir. Voilà, on entend effectivement encore l'émotion dans vos mots. Intéressant tout de même de comprendre que lorsque vous participez à ces opérations, il n'y a pas d'obligation d'écrire sur ce que vous voyez. Voilà, je fais un parallèle naïf, mais avec les voyages de presse, parfois on nous envoie, il faut forcément raconter ce pourquoi on voyage. Là, vous pouvez partir avec l'armée israélienne. Ils sont là vraisemblablement pour vous montrer un tunnel, et ce tunnel ne fait pas l'objet de votre article, ce qui vous empêchera pas peut-être d'avoir un autre accès dans ces tours de presse. Vous disiez le choix des mots, le mot anéantissement. Je suis obligé de faire un détour sur le mot génocide, qui a été pendant longtemps, et qui l'est toujours d'ailleurs, l'objet d'un débat médiatique dans son emploi. Vous, Luc Bronner, c'est un mot que vous n'utilisez pas, que la rédaction du Monde n'utilise pas ? Alors, c'est pas un mot que j'utilise directement. Je crois qu'on peut parler d'intention génocidaire de la part de au moins une partie de l'appareil militaire et politique israélien. Or, quand on regarde le droit, quand on regarde l'histoire, c'est l'intention génocidaire qui fait le génocide. C'est pas le génocide, ce n'est pas lié à un nombre de morts, n'est pas lié à un type d'action ou d'opération. Elle est liée à cette volonté de porter atteinte à un peuple, à une société. Quand on regarde, quand j'écoute par exemple des historiens israéliens, quand j'écoute des militants de la paix israélien, le travail de documentation qu'ils peuvent faire conduisent au constat d'une intention génocidaire de la part de l'armée et d'une partie du gouvernement. Après, c'est un sujet évidemment compliqué. C'est un sujet sur lequel on est tous en attente aussi des travaux de la Cour de justice internationale qui va faire un travail d'estimation, d'évaluation bien plus décisif que celui de journaliste. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, je pense que l'intention génocidaire sera démontrée au vu de cette volonté d'anéantissement rendue inimaginable des destructions dans Gaza. Au vu du bilan humain, on évoque aujourd'hui plus de 67 000 morts, plus de 160 000 blessés. Ce ne sont que les morts directs et que tous les morts ne sont pas identifiés. Il y a donc eu quelque chose qui est bien plus que la guerre contre le Hamas. Il y a eu quelque chose de la part de l'armée israélienne pendant une durée très longue qui visait à anéantir
Thomas Vescovi, est-ce que finalement la question du génocide, de l'emploi du mot ou non, qui a occupé beaucoup des plateaux de télévision, n'était pas finalement une forme de détournement? C'est-à-dire que comme on passait beaucoup de temps sur la question d'employer le mot génocide ou pas, ce qui est une question importante, c'est comme si on ne regardait plus totalement en face aussi ce qui était en train de se dérouler dans les massacres de la population civile. Je ne vais pas être d'accord avec ça parce que il y a un vrai paradoxe quand on voyage en Israël-Palestine avant le 7 octobre, pour être plus précis. On constate qu'il n'y a pas d'absence de journalistes. C'est un territoire qui est même avec nombreux pigistes, journalistes qui sont présents. Et pour autant, on se rend compte que l'information qui est relayée ensuite quand on rentre en France n'est pas exactement ce qu'on a pu constater sur le terrain. Donc là, on a plusieurs éléments. Le premier, c'est beaucoup de pigistes qui vont expliquer qu'ils sont contraints d'avoir des reportages qui doivent être équilibrés. C'est ce qu'on leur commande, ce qu'on leur demande. Alors que quand on est sur le terrain, on voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre possible entre les populations israéliennes et palestiniennes dès lors qu'on a un déséquilibre des forces, on a une asymétrie du conflit. Donc l'équilibre, en fait, forcément, va distordre la réalité. Et donc cette réalité, forcément, elle arrive au 7 octobre, à un moment donné où on a des rédactions, à mon avis, qui sont complètement à la fois dépassées par l'ampleur de ce qu'est le 7 octobre et qui en même temps gardent un peu cette espèce de cadrage de volonté d'équilibre, mais qui en fait ne fonctionne plus du tout. Et donc à partir de là, quand vous allez avoir différents journalistes, chercheurs ou universitaires qui vont commencer à dire mais attendez, l'État d'Israël qui est en train actuellement de vous expliquer que dans la guerre à Gaza, il mène une guerre contre le terrorisme ou un choc des civilisations, ou je ne sais quel terme encore on a pu employer, il faut être très prudent parce que précisément on a un État qui depuis des années essaie de camoufler la réalité de son régime à la fois d'occupation, de colonisation, de l'aseptiser, de le relativiser. Et donc là, on va avoir ensuite un choc des termes, mais la question du génocide, par exemple, elle arrive quasiment dès la fin du mois d'octobre 2023, non pas par une volonté de vouloir porter en question Israël, mais parce qu'il y a un nombre d'éléments assez importants, c'est-à-dire un gouvernement israélien qui, après le 7 octobre, n'est plus qualifié comme ce qu'il est, c'est-à-dire un gouvernement d'extrême droite, potentiellement menaçant à l'encontre, avec une volonté de déplacement des populations palestiniennes, une société israélienne qui avait complètement oublié même l'existence des Palestiniens depuis des années et qui, le 7 octobre, se réveille dans une volonté de vengeance globale et qui est en manque d'empathie complète à l'égard des Palestiniens. Même si on peut quand même voir le traumatisme que ça a pu être. C'est ce que j'ai dit, bien sûr. Avec du coup cette espèce de volonté comme en fait on va se venger. Et puis le troisième, c'est une armée qui n'a aucune limite dans son action. Et donc on avait les éléments réunis dès la fin du mois d'octobre 2023 pour dire là le terme génocide ou du moins d'intention génocidaire peut tout à fait être caractérisé. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est le temps qu'a mis le champ médiatique. Et quand champ médiatique, attention, je fais une distinction, il y a des médias tout à fait indépendants ou une presse écrite qui a fait vraiment un travail assez important. Et puis vous savez, c'est compliqué de d'essentialiser de toute façon les médias, comme vous le dites, il y a une diversité de médias, presse écrite, chaînes d'opinion, etc. Mais on voit le temps que ça a mis pour faire entendre le fait que le terme de génocide même a le droit d'être débattu et discuté. Moi, je peux témoigner du fait que dans plusieurs médias, c'était impossible pendant un certain temps de l'employer parce que précisément, on a eu en fait un espèce de cadrage médiatique qui était très compliqué. Et puis, vos journalistes en a parlé, mais quand on dit l'armée israélienne propose en fait d'être embarqué avec elle, en fait, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que l'armée israélienne envoie de manière extrêmement intense aux journalistes présents sur place des éléments d'information, des éléments de justification, une diplomatie publique très intense que la partie palestinienne n'a pas forcément le même temps de faire, mais c'est aussi, par exemple, après le 7 octobre, un nombre de fake news qui vont être diffusées assez importantes et qui, en fait, elles vont inonder et imbiber les personnes. Oui, même si c'est le rôle, normalement, de ce que vous savez, quand on est journaliste, on est encore plus aujourd'hui qu'avant l'objet de nombreuses fake news, de récits, de narratifs, de discours, et c'est a priori le rôle d'arriver à les mettre à la distance et de les analyser. Frédéric Mettezo, justement, puisqu'on parle de cette opinion publique, ce qui n'empêche pas que vous donniez votre avis aussi également en tant qu'ancien correspondant sur le traitement qui aurait été biaisé ou non du conflit. On a l'impression tout de même que lorsque est arrivée l'élection de la famine, ça a été un point de bascule dans l'opinion. Oui, il y a eu un point de bascule qui effectivement s'est manifesté au moment de l'apparition de cas de famine et tout particulièrement cet été au mois de juillet, et c'est parti justement d'un communiqué de la Société des journalistes de l'agence France Presse qui disait, je cite de mémoire, depuis 1944 nous avons vu des journalistes mourir en couvrant la guerre, mais nous n'avions jamais vu nos journalistes mourir en direct de faim. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très fort. Alors oui, c'est parti de journalistes, mais je rappelle que les journalistes sont des civils
comme les autres. Le journaliste n'est pas un combattant, le journaliste est un civil. Donc quand on parle de famine de journalistes, c'est de la famine de civils dont on parle. Et c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là une prise de conscience qu'on a pu observer dans le traitement médiatique parce que ça faisait, il y avait cette montée de la prise de conscience. J'ai pu le constater en discutant avec des gens que je connais, des gens qui s'intéressent à cette région du monde et qui marquaient clairement une différence. Oui, la famine, ça a vraiment fait changer parce que la famine donne une incarnation, c'est-à-dire ces photos, ces témoignages, ils sont très forts. Et ce que j'ai trouvé d'emblématique de cette bascule, c'est que c'est à ce moment-là que les attaques de certaines personnes ou de certaines officines qui défendent le gouvernement israélien, je parle de gens en France, hein, ont redoublé. Et on avait vraiment des arguments d'une mauvaise foi terrible. On n'avait pas des arguments scientifiques, on n'avait pas des arguments factuels. C'était, regardez cette personne, elle a un double menton, on peut pas avoir un double menton et vivre dans un pays en famine. Regardez cette femme, elle est obèse, on peut pas être obèse en période de famine, ce qui n'a aucun sens, ni médical, ni économique, entre guillemets, ni sociologique. Et le fait que les attaques de ces officines redoublent sur les réseaux sociaux avec des attaques contre les journalistes, contre les Palestiniens, le fait que ces attaques redoublent, ça montre bien que là, on avait touché le point sensible. France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel. Et aujourd'hui dans la fabrique, on tente de parler de ce récit impossible de la situation de Gaza. Alors il est impossible et possible, du moins tous les journalistes et ceux qui sont là autour de cette table tentent de le couvrir, mais du moins il est très difficile. Nous sommes en compagnie de Thomas Vescovi, qui est doctorant en sciences politiques, notamment à l'HESS, avec Frédéric Mettezo, le rédacteur en chef de Forbidden Stories, un collectif de journalistes qui poursuit justement les enquêtes des journalistes qui sont menacés, parfois même tués, avec Luc Bronner en direct de Jérusalem, où il est le correspondant du Monde, et avec Ola Alzanoun, qui est correspondante de Reporters sans frontières, aujourd'hui en Turquie, mais sinon au Qatar, après avoir quitté Gaza. Ola Alzanoun, quand vous êtes travaillé toujours pour Reporters sans frontières, vous êtes donc en contact permanent avec les journalistes palestiniens, du moins ceux qui restent à Gaza. Quelles sont leurs attentes maintenant suite à ce cessez-le-feu? Les journalistes palestiniens, après 2 ans de guerre, de souffrance, de déplacement, d'incertitude, ont 3 choix devant eux. Ceux qui sont morts, on se demande qui va s'occuper de leur famille, qui va leur famille qui ont perdu toute source de subsistance, qui va s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, concernant les journalistes qui ont besoin d'opérations, qui ont été blessés, et il n'y a pas de traitement à Gaza. Comment ils vont être traités? Comment ils vont être pris en charge? Voici les questions, voici leurs soucis. Troisièmement, l'habitation. La totalité des journalistes de Gaza ont eu leur maison détruite. Qui va leur donner refuge à eux et à leurs familles qui sont sous les tentes, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans la rue. Donc voilà la situation actuelle. Sans parler des bureaux médiatiques, des équipements des journalistes. Qui va fournir des bureaux, des espaces, des équipements à ces journalistes pour travailler?
Donc la tâche est immense. Est-ce qu'il y a par des institutions, comment est-ce que des gens qui vont financer tout cela? Donc je pense que la mort du journaliste Saleh Jafaraoui a constitué un tournant. Aujourd'hui, le journaliste palestinien est dispersé. Il ne sait plus quoi faire. On nous dit que quelques groupes hors la loi sont en train d'exécuter certains journalistes également sur place parce que tel ou tel journaliste a écrit telle ou telle nouvelle ou telle information. Donc ces groupes hors la loi ont kidnappé Khaled Jafaraoui, qui n'est ni extrémiste, au contraire, il est connu pour sa neutralité, pour son équilibre dans sa couverture. Donc tout ceci constitue une atmosphère de peur et de crainte, et les journalistes ont peur de perdre leur vie, de payer leur vie comme prix de leur métier. Merci Ola Al-Zanoun. Luc Bronner, vous en tant que correspondant du Monde à Jérusalem, ce cessez-le-feu, vous pensez qu'il va vous permettre de retrouver un peu plus de liberté, du moins de circulation ? Alors, vous parlez de Gaza. Bien sûr. On l'espère tous parce que c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir y aller, de pouvoir raconter, de pouvoir recueillir des témoignages, de pouvoir documenter ce qui s'est passé, la famine, les crimes de guerre, de documenter aussi ce qu'a fait le Hamas. Il ne faut pas l'oublier. Le Hamas est à l'origine de l'attaque terroriste du 7 octobre et derrière a maintenu l'état de guerre et aujourd'hui procède à des exécutions sommaires dans la rue. Donc oui, évidemment, on est en attente. Je suis bien incapable de vous dire à quel moment ça pourra se produire et dans quelles conditions. En tout cas, je pense que comme toutes les rédactions, on s'y prépare en sachant que ce sera un autre exercice extrêmement difficile, compliqué de notre métier parce qu'il faudra tenter de rendre compte de la globalité de ce qui se passe, de tenter aussi de donner à voir des histoires personnelles. Je trouve que moi, c'est dans la difficulté qu'on a pu avoir depuis 2 ans, c'est de ne pas pouvoir mettre des visages sur les 68 000 morts à Gaza. On a tous fait des portraits, des histoires de famille, mais c'est vrai que la distance n'aide pas. Et puis être capable de rendre compte et de poser la question de l'après. Moi, dans ce qui m'a vraiment bouleversé en traversant très rapidement la bande de Gaza, c'est ce sentiment que cet espace était devenu invivable pour longtemps et que donc aujourd'hui, oui, il y a un cessez-le-feu et on est tous évidemment soulagés, mais il y a toujours plus de 2 millions de personnes sanitaires totalement indignes. Et conditions humanitaires, Frédéric Mettezo l'a dit tout à l'heure à propos de la famine, qui ont des conséquences. Des enfants qui ont grandi pendant ces 2 ans sous les bombes, avec ce niveau de stress, ces phénomènes de malnutrition, les conséquences sont durables. Et donc dans les corps comme dans les âmes, on va devoir raconter aussi les conséquences terrifiantes de la guerre et de l'anéantissement pendant des années probablement. Oui, mais c'est ça vient toute la difficulté, Luc Bronner. Comme vous le dites, vous parlez d'anéantissement et pourtant il faut continuer à informer, il faut raconter, il faut documenter. Et ça paraît finalement assez complexe d'arriver à faire ce travail-là lorsqu'on est face à un terrain en ruine, parce que ce sont aussi des preuves, les documents qui disparaissent. C'est vrai, et puis l'immensité, alors même si Gaza est un petit territoire, comment réussir à rendre compte et à laisser comprendre, ressentir, voir l'immensité des destructions à l'échelle de ce territoire. Je ne sais pas comment on va le faire, on va se donner tous les moyens possibles, on va essayer de trouver les meilleures façons de raconter ça, mais c'est vrai que je pense qu'on est dans une situation qui est probablement inédite
subitement devoir entrer dans un territoire lorsque ça sera possible, lorsque Israël donnera l'autorisation. Avec moi, je pense une difficulté qui va s'ajouter, c'est que probablement plusieurs milliers de gens à peu près au même moment dans un petit territoire, et donc la couverture médiatique va être aussi extrêmement compliquée. Je ne sais pas si vous avez en tête le souvenir de moments en Ukraine par exemple, où certaines zones qui avaient été interdites par l'armée russe parce que zone de guerre pendant des mois et des mois, subitement des centaines de journalistes se retrouvaient quasiment au même endroit. Donc voilà, on va se retrouver dans ce moment extrêmement difficile, mais ça sera notre devoir d'y être pour longtemps, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Thomas Vescovi. Ça m'interroge ce que j'ai entendu, parce qu'il y a un point sur lequel j'aimerais rebondir. Il a tout à fait raison de prendre un peu cette comparaison avec la question du terrain ukrainien. Et du coup, moi, ça me permet d'interroger ce à quoi on a assisté depuis 2 ans, c'est-à-dire cette volonté permanente à chaque fois que l'État d'Israël était mis en accusation dans les médias de donner la parole pour se justifier, soit un porte-parole de l'armée israélienne, soit à Netanyahou ou à d'autres. On peut prendre 2 exemples rapidement. Lorsque l'ONU sort une enquête, un rapport pour dire qu'il y a génocide dans Gaza, vous avez, je crois, dans les chaînes d'infos continues, quasiment dans la journée, un représentant de l'ambassade d'Israël et le porte-parole de l'armée francophone de l'armée israélienne. Lorsque Netanyahou est soumis sous mandat d'arrêt par la CPI, il est invité un peu plus tard sur une grande chaîne d'information continue française pour pouvoir parler. Sur LCI, c'est ça ? Sur LCI, voilà. Je voulais pas la nommer, mais sur LCI. Et en fait, c'est intéressant parce que, à l'inverse, sur le terrain russo-ukrainien, pour avoir fait de nombreux débats, en tout cas moi, sur Israël-Palestine dans les médias français, régulièrement, je suis confronté à des personnes qui maintiennent et tiennent le narratif israélien. Soit parce que c'est leur métier, ou soit parce qu'ils y croient vraiment. Si vous prenez l'ensemble sur 2 ans, par exemple, des débats qui ont pu être faits sur la question russo-ukrainienne, dans la plupart des chaînes de télé françaises, il est vraiment très rare, pour le coup, d'avoir un vrai représentant de l'État russe qui est là, et je trouve que c'est tout à fait logique. Or là, pour Israël, on a en fait une espèce un peu je trouve, de parole qui est donnée sans forcément toujours interroger la légitimité à faire entendre de nouveau des arguments qui, moi, me paraissent être la diplomatie publique d'un État qui est déjà sous plusieurs accusations. Même si vous êtes d'accord que toujours limité de faire des comparaisons entre 2 situations, mais j'entends justement votre question. Est-ce que Luc Bronner veut réagir ? Oui, c'est une question intéressante. Le principe du contradictoire, il est fondamental en journalisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui met en cause une institution, une personnalité, une entreprise, une radio, un média, ouvre le droit de répondre. C'est vraiment un principe qui est fondamental et qu'on... Alors il peut être mal compris, il peut être mal réalisé aussi, effectivement, de donner pleine parole à Netanyahou. Alors j'ai pas souvenir de cette interview, mais c'est-à-dire au fond ouvrir le micro totalement à la personne mise en cause plutôt que au rapport ou à la documentation initiale me paraît être problématique. Mais le principe du contradictoire, il est fondamental. Et le jour où si on devait abandonner ce principe-là, pour le coup, on tomberait dans une forme de militantisme. La différence aussi avec la Russie, c'est que, par exemple, pour Le Monde, on ne peut pas travailler en Russie en tant que journaliste, là où aujourd'hui, en Israël, on peut travailler. Et en Israël, il y a beaucoup de voix extrêmement critiques contre Netanyahou, contre le gouvernement. Il y a des associations, des ONG qui font un travail, par exemple, pour documenter le génocide. Donc en fait, le fait de donner la parole aux Israéliens est aussi important, et on commettrait une erreur journalistique, je pense, si on se privait de ce regard pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et à Gaza. Et on se rappelle évidemment des manifestations très fortes à l'encontre de Netanyahou bien avant le 7 octobre, et des manifestations à répétition. Frédéric Mettezo. Tout ce qu'on vient d'entendre m'inspire une chose, c'est pas un plaidoyer pro domo, ni pour moi, ni pour Luc Bronner, mais c'est un constat. C'est l'importance d'avoir des correspondants, si possible staff, à Jérusalem ou à Ramallah, en tout cas dans cette région du monde, et des correspondants qui vont partout. Moi, je pouvais aller indistinctement en Israël, en Cisjordanie, à Gaza. Et c'est très important de pouvoir voir
toutes les parties de ce conflit. Ça permet d'abord de relativiser la propagande de part et d'autre, c'est-à-dire on va vous dire tous les Palestiniens sont comme ça, ah bah non, moi sur le terrain c'est pas ce que je vois. Ou au contraire, tous les Israéliens sont comme ça, ah bah non, c'est pas ce que je vois non plus. Donc déjà ça vous permet d'échapper à une forme de propagande, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou plus institutionnelle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'aller sur tous les terrains vous donne des sources, vous donne des interlocuteurs et vous permet là encore de croiser les informations. Et enfin, le fait d'avoir un journaliste ou une journaliste qui est installé là-bas pour quelques années, parfois 4 ans, parfois 15, 20, 30 ans, ça permet aussi de comprendre un peu les petits pièges, de comprendre un petit peu là où on veut vous emmener ou pas vous emmener. Moi, au moment de la guerre de mai 2021 entre le Hamas et l'armée israélienne, j'ai été le témoin d'un mensonge flagrant de l'armée israélienne qui a fait passer l'information aux médias internationaux qu'elle était rentrée par la voie terrestre à Gaza, alors que c'était faux. Comment on s'en est rendu compte? C'est parce qu'au même moment, la télé israélienne ne donnait pas cette information. Parce que l'armée israélienne s'est dit que les Palestiniens de Gaza, le Hamas en l'occurrence, allaient plutôt regarder ce qui se disait sur les médias internationaux que sur la télévision israélienne. Grosse erreur, parce que beaucoup de Gazaouis comprennent l'hébreu. Le fait d'être correspondant sur place, de pouvoir comprendre l'hébreu, de pouvoir croiser, de pouvoir mettre en doute tout ce qu'on entend, c'est un travail très précieux. Et pour terminer ce raisonnement, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut ouvrir Gaza aux journalistes. Ben voilà, vous venez de rappeler effectivement l'importance d'être sur le terrain pour essayer de ne pas tomber dans les pièges de la désinformation qui viennent évidemment de tous les côtés, puisque dans tout temps des conflits, l'information est une arme. Nous le savons bien ici. Peut-être juste donner le mot de la fin avant de retrouver la médiatrice à Ola Al-Zanoun pour peut-être, même si ça va faire un peu fleur bleue, mais comme nous sommes quand même dans une période de cessez-le-feu, avoir un mot sur ses espoirs aujourd'hui. Nous espérons. Nous avons espoir, mais en tant que journalistes, nous avons peur du retour à la guerre. Il est très douloureux que la guerre reprenne après 2 ans. Nous avons espoir que la guerre cesse, qu'il y ait une redevabilité vis-à-vis des massacres. Nous avons besoin de soutien social, de protection à travers des équipements, des casques anti-balles. En tant que journalistes, nous avons besoin que nos comptes sur les réseaux sociaux soient protégés, qu'il y ait donc une documentation de la mort de 250 journalistes. Tous les journalistes vraiment ont espoir de vivre dans la sécurité, sous un ciel sans aviation, de dormir sans qu'il y ait des bombardements, que leurs enfants dorment tranquillement. Et que la journaliste femme ne soit pas inquiète pour son mari et pour ses enfants. Ces 2 dernières années ont été les plus dures, non seulement pour les journalistes, mais également pour les médecins, pour les ambulanciers, pour tous ceux qui vivent à Gaza. Nous avons besoin de sérénité, de paix, loin de toutes les problématiques politiques. Merci Ola Al-Zanoun et je remercie aussi Moussa Alochi à la traduction.